Vous vous cachez toujours dans ces bureaux. Vous n'êtes qu'une gratte-papier pour l'armée. Ma belle-sœur ricana, en me lançant un regard de mépris total juste devant elle. Invité VIP. Quel est votre indicatif là-bas? Le trombone. La salle à manger se figea. Mon propre frère fixait son assiette, sourd et muet, laissant sa femme s'essuyer les pieds sur sa petite sœur dans la maison même que mon argent payait. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai simplement posé calmement mon verre d'eau, les regardé droit dans les yeux, et j'ai dit, Reaper de crash. L'ancien opérateur des forces Delta laissa tomber sa canette de bière. Les mains qui avaient autrefois actionné les détentes des fusils de sniper tremblaient. Il se tourna vers ma belle-sœur, sa voix descendant dans un grognement mortel. Excusez-vous auprès d'elle immédiatement. Vous n'avez aucune idée de qui vous vous attaquez. Elle pensait pouvoir m'utiliser comme paillasson pour se valoriser. Mais elle ne savait pas que cette opération de nettoyage allait être si impitoyable. Elle n'aurait aucune issue. Dites-moi où vous écoutez dans les commentaires. Appuyez sur s'abonner si vous avez déjà été saigné à blanc par votre propre chair et sang, seulement pour qu'il se retourne et piétine votre fierté. Le rugissement de Brox frappa le plâtre comme un coup physique. La mâchoire de Diana claqua puis resta ouverte. La couche épaisse de fond de teint sur son visage ne pouvait pas cacher le soudain tic laid sur sa joue gauche. Elle se recroquevilla dans sa chaise de salle à manger coûteuse, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le rembourrage. La canette de bière en aluminium claqua sur la table en chêne massif, laissant une traînée épaisse de mousse blanche imprégner le bois poli. L'odeur de houblon bon marché et éventé coupa soudain à travers le parfum vanille de Créateur, trop fort, de Diana. Je ne bronchais pas. Je ne bougeais pas un seul muscle. Mon dos resta verrouillé droit contre la chaise à haut dossier, une posture militaire classique, gravée dans ma colonne vertébrale pendant 15 années brutales. Mes deux mains reposaient parallèles sur mes cuisses nues. Pas d'explication désespérée. Pas la moindre trace d'émotion sur mon visage. Je restais simplement assise dans le silence mortel et la regardais se noyer. Diana chercha une bouée de sauvetage, ses yeux paniqués balayant la pièce tandis qu'elle essayait de forcer un sourire apaisant et tordu. Mais les muscles de son visage la trahissaient, en se contractant violemment. Elle venait de donner un coup de pied dans une fourmilière et ce feu se tenait maintenant au-dessus d'elle sous la forme d'un vétéran des forces spéciales endurci au combat. Je déplaçai mes yeux vers la gauche. Marc, mon propre sang, l'homme de 42 ans qui partageait mon nom de famille. Comment réagit-il quand un invité hurla au visage de sa femme pour protéger sa petite sœur? Il baissa les yeux. Il tendit des doigts tremblants et moites pour ramasser une fourchette à salade en argent qui avait claqué sur le parquet. Puis il saisit une serviette en lin et garda la tête baissée, frottant frénétiquement une tache invisible sur la table. Il frotta jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, priant pour que les planches du sol s'ouvrent et l'avalent tout entier. Il refusa de me regarder. Un silence pathétique et étouffant s'installa entre nous. Le couteau le plus tranchant dans cette pièce ne venait pas des insultes méprisantes de Diana. Il venait de la tête baissée de Marc. Il préférait rester là, neutre et silencieux, à me laisser humilier publiquement plutôt que d'affronter la colère de sa femme narcissique. Cette lâcheté avait le goût de cendre froide au fond de ma gorge. Mes yeux effectuèrent un balayage radar tactique froid de la salle à manger. Le lustre en cristal à 3000 € suspendu au-dessus de nous captant la lumière du soir. L'ensemble de salle à manger en chêne massif à 6000 € sur lequel nous étions assis. Cette MC mention de 4 chambres surévaluées dans une banlieue ridiculement chère de Fairfax. Chaque pièce de papier sur cette propriété portait le nom de Marc. Mais le paiement de l'hypothèque qui saignait vers la banque le premier de chaque mois provenait directement de mes chèques de paie militaire. J'ai sacrifié mes 20 ans pour ce plâtre et cette peinture. J'ai mangé des MR secs et crayeux au milieu des tempêtes de sable aveuglantes de Kandahar, la sueur s'accumulant sous 15 livres de Kevlar. J'ai dormi sur un lit pliant avec mes bottes aux pieds, en fixant un toit en tôle ondulée, en attendant que les alarmes de mortiers entrants déchirent le ciel nocturne. J'ai affronté le pire de la guerre humaine, en économisant ma prime de risque juste pour financer cette royauté en plastique factice pour eux. Et maintenant, assise au centre du royaume que j'avais acheté et payé avec mon propre sang, on me traitait comme un parasite. Une sangsue, un trombone inutile. Le bord de mon verre d'eau pressé contre ma paume était glacé. Diana finit par bégayer, s'étouffant avec sa propre salive en essayant de former une phrase. Brox, attends. Je plaisantais juste. Je l'ignorais. Ma main gauche glissa de ma cuisse et passa sous le bord de la table,
mes doigts effleurant l'écran de verre froid de mon téléphone. Avec la mémoire musculaire pure d'un officier du renseignement qui opère à l'aveugle dans des centres tactiques pitch black, je le déverrouillai. Je glissai vers la droite, ouvris l'application bancaire, naviguai vers les comptes joints, les virements automatiques. Mon pouce plana juste au-dessus du texte rouge qui disait « Annuler le paiement récurrent ». Un seul appui, et l'approvisionnement en oxygène de cette fantaisie de Fairfax serait coupé définitivement. J'appuyai légèrement, mais mon doigt se figea pendant une seconde agonisante. Mes yeux étaient tombés sur la main de Marc, celle qui tenait encore cette serviette en lin, frottant désespérément le bois. L'index de sa main droite manquait de la jointure supérieure. C'était une vieille cicatrice laide et irrégulière, un accident de quand j'avais 12 ans, quand il avait jeté sa main nue devant une vitre qui se brisait pour empêcher le verre lourd de trancher mon visage. Ce morceau d'os manquant était exactement la raison pour laquelle j'avais toléré ce foyer toxique si longtemps. La raison pour laquelle j'avais laissé Diana vider mes comptes année après année. Mais en le regardant maintenant, une coquille vide et brisée de l'aîné qui avait autrefois saigné pour moi, je ne ressentais rien d'autre qu'une clarté froide et dure. Cette dette de sang était payée en totalité. Aujourd'hui, le registre était effacé. En regardant ce morceau d'os manquant sur la main droite de Marc, je fus ramené directement à Chicago il y a 20 ans. Décembre. Le vent soufflant droit du lac Michigan, tranchant à travers les manteaux de laine fine comme une lame rouillée. 2 cercueils en pin fermé placés à l'avant d'un salon funéraire glacial. L'odeur lourde et étouffante de Lise bon marché essayant en vain de masquer la morsure chimique vive du fluide d'embaumement. Un camionneur fatigué s'était endormi au volant. Son semi-remorque avait franchi la ligne médiane. Comme ça, maman et papa étaient partis. Ils ne nous avaient laissé aucun filet de sécurité. Ils avaient laissé un tiroir de cuisine rempli de cartes de crédit Maxé, de lettres de recouvrement et de factures d'avis finales. J'avais 18 ans, juste une gamine stupide qui emballait des cartons pour une université d'État, complètement aveugle à la façon dont le monde réel fonctionnait. Marc avait 22 ans. Il se tenait à côté de moi dans un costume bon marché et mal ajusté qui sentait les boules antimites. Il tendit la main et serra la mienne. Je sentis cette jointure manquante presser fort dans ma paume. Il avait perdu cette jointure quand j'avais 12 ans. J'avais trébuché près d'une lourde porte-fenêtre en verre et il avait jeté sa main nue à travers la vitre qui se brisait pour empêcher le verre tombant de trancher ma gorge. Je prendrai les quarts de nuit, m'avait-il dit, sa voix grave, en fixant droit devant les cercueils en pin. Tu iras à l'université. C'était la dette de sang. Il avait abandonné son programme d'ingénierie le lendemain matin. Il avait pris une lourde clé à pipe en fer. Il avait passé les 4 années suivantes à détruire ses genoux, en rampant sous des éviers rouillés et en débouchant des pièges à graisse gelée au cœur de l'hiver de Chicago, pour que je ne finisse pas dans un refuge pour sans-abri. Il rentrait toujours à la maison en sentant les tuyaux en cuivre, l'urine, la colle et l'épuisement total. Puis Diana s'installa. Elle venait avec des sacs à main de créateurs faux, un ego massif et un talent pour dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Vers l'époque où j'ai obtenu mon diplôme, Marc prit un risque énorme. Il essaya de lancer sa propre entreprise de fourniture de plomberie. Ça s'effondra. Le marché l'avait mâché et recraché. Je me souviens d'être entré dans leur cuisine et de l'avoir vu sur le comptoir rayé. Un avis de saisie, épais, rugueux, avec de l'encre rouge en colère en haut. 30 jours pour quitter la maison que nos parents nous avaient laissée. Je restais dans le couloir sombre, hors de vue, en écoutant les planches craquer sur le palier à l'étage. Diana faisait les 100 pas et sifflait du poison directement à l'oreille de mon frère. Elle te doit sa vie, Marc. La voix de Diana descendait les escaliers, dégoulinante de venin pur. Elle s'est nourrie de ton salaire pendant 4 ans pendant que tu ruinais ton dos. Tu as tout sacrifié pour elle. C'est à son tour de payer. Dis-lui de régler ça. J'attendis dans l'ombre. J'attendis que Marc me défende, qu'il dise à sa femme que la famille ne tient pas un registre froid en espèces sur la survie. Il ne dit rien. J'entendis juste un lourd soupir saccadé. L'usure infinie de la pauvreté ouvrière avait enfin brisé sa colonne vertébrale. Il laissa sa femme planter le parasite dans sa tête et choisit le chemin de la moindre résistance. Je ne pleurais pas. Les pleurs ne règlent pas une hypothèque en retard. Le lendemain matin, j'entrai dans un bureau de recrutement de l'armée de l'air dans un centre commercial. Ça sentait la cire bon marché pour sol, le café éventé et le désespoir. Je m'assis en face d'un sergent recruteur, pris un stylo et signé mes 20 ans sur une ligne pointillée.
Un contrat de 6 ans en service actif. L'appât à l'hameçon était une prime de signature de 20 000 €. Je n'en gardais pas un seul centime. Avant même d'embarquer pour l'entraînement de base, je virais les 20 000 € entiers directement sur le compte de Diana. Satua la saisit sur place. Je rasai mes cheveux, jetai mes vêtements civils dans un bac de dons et laissai la machine militaire m'engloutir tout entière. J'échangeai ma liberté contre des instructeurs hurlants, des ampoules saignantes sur d'interminables marches avec sac à dos, et l'effacement complet de mon identité. Je pensais que c'était une transaction propre. Il avait sauvé mon avenir une fois. J'avais sauvé sa maison. Nous étions quittes. Mais j'étais stupide. On ne règle jamais une dette avec une narcissique. Pour Diana, mes 20 000 € n'étaient pas un sauvetage. C'était juste un goût de sang. Les années passèrent. Je survécus au broyeur de viande. J'obtins mes barrettes d'officier. Capitaine, puis major. Les primes de risque affluaient des tirs de roquettes dans le désert. La paix de combat était déposée juste pour vivre dans la poussière. Je laissais un compte joint ouvert avec Marc comme filet de sécurité au cas où ses mauvais genoux finiraient par lâcher et qu'il aurait besoin d'une opération. Diana trouva le compte et l'arma parfaitement. Elle transforma une bouée temporaire en distributeur automatique permanent obligatoire. Elle endoctrina systématiquement mon frère pour lui faire croire que mon argent était leur propriété légitime. Le gouvernement loge et nourrit Marc. Je l'entendis justifier une fois lors d'un appel téléphonique statique. Elle mange gratuitement aux messes de la base. De quoi a-t-elle même besoin de cet argent? Nous le gardons juste pour elle. Et Marc avala le mensonge. C'était plus facile de croire que je vivais des vacances gouvernementales tout compris que d'affronter le fait froid que sa femme volait un soldat déployé. Si vous avez déjà eu un membre de la famille rappeler une faveur du passé juste pour vider votre compte bancaire dans le présent, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et tapez « J'ai payé mes dettes » dans les commentaires ci-dessous. Nous savons tous les deux qu'avec ces gens, aucune dette n'est jamais vraiment réglée. Ils vidèrent mes comptes avec un calme terrifiant, en achetant des lunettes de soleil Prada, en louant des SUV de luxe et en modernisant leurs appareils de cuisine, en ignorant complètement d'où venait vraiment l'argent. Diana était probablement assise sur son canapé en cuir importé dans l'air conditionné, sirotant un thé glacé, en cliquant sur « Payer » dans un autre panier en ligne sans y penser 2 fois. Pendant ce temps, j'étais assise sur une caisse de munitions rouillée à l'intérieur d'une tente en toile à 110 degrés à Kandahar. Je transpirais à travers mon uniforme, du sable et de la poussière grinçant entre mes dents. Je fixais un document juridique stérile et vide, éclairé par une lampe torche tactique dure. L'armée de l'air exige que chaque soldat le remplisse avant de poser le pied sur un déploiement au combat. Je pris mon stylo noir et commençai à rédiger mon testament. J'écrivis soigneusement le nom de Marc sur la ligne des prestations en cas de décès. J'étais là dans la chaleur étouffante, en écoutant le crépitement lointain des coups de feu, en sachant très bien que si un obus de mortier me transformait en brume rose à minuit, Diana encaisserait mon chèque d'assurance vie avant même que mon corps n'entre dans le cercueil en zinc. Kandahar 2018. 115 degrés à l'ombre. À l'intérieur du centre d'opération tactique, les unités d'air conditionné cliquetaient, perdant la bataille contre la chaleur écrasante afghane. La pièce sentait l'ozone brûlé, le café éventé et la sueur aigre de corps non lavé. La seule lumière venait de la lueur bleu pâle des moniteurs de surveillance UAV projetant de longues ombres dures sur nos visages. La console radio siffla. Des parasites craquèrent, suivis de la voix frénétique et essoufflée d'un opérateur radio. Un élément des Navy Seals était cloué au sol. Feux croisés ennemis lourds dans un compound au mur de boue. Il subissait des pertes. Puis le signal s'interrompit. Silence mortel. J'étais assise là dans la lumière tamisée. Je portais alors des barrettes de capitaine sur mon col, et elles pesaient comme 50 livres. Ma chemise de combat était trempée, collant à ma colonne. Mes doigts volaient sur le clavier mécanique. Je verrouillais mes yeux sur la carte numérique en faisant les calculs. Altitude, vitesse du vent, rayon de danger proche. Les vies d'une équipe d'élite entière reposaient directement sous mes doigts. La pression pesait sur ma poitrine comme un bloc de ciment physique. Je devais tout faire exactement juste. Une mauvaise frappe de touche, un léger mauvais calcul du rayon d'explosion, et 15 cercueils drapés de drapeaux seraient chargés à l'arrière d'un avion cargo C-17 à destination de la base aérienne de Dover. Je bloquais les cris dans la pièce. Je bloquais la brûlure dans mes yeux.
Je verrouillai les coordonnées de tir et envoyai la commande. La frappe toucha la cible. Le compound fut rasé. Les cils sortirent vivants. Des heures plus tard, l'adrénaline s'effondra enfin. Je me traînai jusqu'à mon unité de logement en tôle ondulée. Mes muscles des jambes tressautaient, complètement morts. Je me tins au centre de la boîte métallique étroite, défis les sangles velcro épaisses et laissai mon porte-plaque Kevlar de 15 livres tomber sur le sol en aluminium avec un bruit sourd et lourd. Mes bottes étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière blanche crayeuse. Je goûtais la poudre à canon et le sable sec au fond de ma gorge. Je tendis la main dans la poche cargo de mon pantalon d'uniforme et sortis mon téléphone pour vérifier l'heure. L'écran s'alluma. Il vibra dans ma paume. Une seule notification vive, une alerte automatisée de ma banque. Le dépôt de 1000 € de prime de risque que l'armée avait viré sur mon compte joint ce matin même avait disparu, complètement effacé. Je fixai la lumière blanche dure de l'écran, mes yeux fatigués lisant le code de transaction du commerçant. Boutique Prada, Fifth Avenue, New York. 1250 €. C'était un cadeau d'anniversaire. Diana avait pris mon argent gagné dans le sang et s'était acheté un sac à main de créateur. J'étais là dans une boîte métallique étouffante en zone de guerre. Je mangeais de la poussière. J'esquivais des obus de mortier qui tombaient au hasard du ciel nocturne. Et en Amérique, elle glissait ma carte de débit dans un magasin de luxe climatisé, se plaignant probablement à une vendeuse de l'humidité. Elle allait vaporiser du parfum cher et porter un sac en cuir acheté avec l'argent exact que j'avais gagné en gardant des soldats américains hors des sacs mortuaires. Je ne jetais pas le téléphone contre le mur. Je n'appelais pas le numéro de marque pour hurler dans le combiné. Hurler est inutile. Se plaindre ne répare pas une ligne d'approvisionnement compromise. Je m'assis sur le bord de mon lit de camp étroit et dur. Je tendis la main dans mon casier métallique et sortis un livre de poche usé et corné. Jocko Willink. J'ouvris directement au chapitre sur l'appropriation extrême. Les mots sur la page me frappèrent comme un coup physique à la mâchoire. Blâmer Diana était la voix d'un lâche. Diana était un parasite. Les parasites font exactement ce pourquoi ils sont conçus. Ils se nourrissent d'un hôte jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais j'étais l'hôte. Je lui avais donné l'accès. J'avais laissé le compte joint ouvert. J'avais toléré les excuses pathétiques de Marc. Je leur avais tendu le couteau. Et maintenant j'étais en colère qu'il l'ait utilisé pour me saigner. Je devais assumer la responsabilité de ma propre stupidité aveugle. Là, dans le noir, je construisis un mur d'acier dans ma tête. J'enfermais solidement mes émotions derrière. J'arrêtais de chercher un lien fraternel qui était mort le jour où Diana avait emménagé. J'utilisais la discipline impitoyable que l'armée m'avait enseignée pour gérer le chaos de ma famille civile. Je devins froide. Je devins silencieuse. Je réduisis mes dépenses personnelles au strict minimum de survie. Je regardais simplement le registre, en mordant mon temps, en attendant le moment exact pour arracher cette mauvaise herbe toxique par les racines. L'odeur lourde du chêne poli repoussa soudain le souvenir de la cordite brûlée hors de mon cerveau. J'étais de retour dans la salle à manger à Fairfax. Ma main gauche reposait encore tranquillement sous le bord de la table à 6 000 €. Mon pouce planait encore au-dessus de l'écran de verre lumineux de mon téléphone. J'appuyais. Annuler le paiement récurrent. Confirmer. L'écran clignota en vert. La transaction fut finalisée. Le compte joint était verrouillé hermétiquement. Diana était officiellement ruinée. Elle ne le savait simplement pas encore. Elle était encore assise de l'autre côté de la table, la bouche ouverte dans un halètement silencieux et laid, fixant Brox avec une horreur absolue. L'ancien opérateur des forces Delta ne partageait pas ma discipline froide et calculée. Il n'était pas un fantôme. Le guerrier en lui avait été provoqué. Le manque de respect flagrant qu'elle avait jeté à mon grade avait actionné un interrupteur violent dans son cerveau. Brox posa ses deux mains massives et cicatrisées à plat sur la table de salle à manger. Le bois épais gémit sous son poids. Il pencha tout son torse en avant, réduisant la distance physique entre lui et Diana, projetant une ombre sombre sur ses assiettes en porcelaine coûteuse. La bombe à retardement sur la table venait d'atteindre 0. Diana eut encore le culot de garder son petit sourire tordu plaqué sur son visage pendant 2 secondes de plus. Elle attendait que Brox rie. Elle pensait que sa blague bon marché et irrespectueuse sur mon service militaire allait passer.
Elle pensait que le consultant en sécurité haut de gamme et rude qu'elle essayait de courtiser pour un contrat de défense de plusieurs millions allait glousser, trinquer avec elle et convenir que je n'étais qu'une sangsue inutile. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de danser sur une mine terrestre active. Brox ne rit pas. Il bougea. Il se leva si vite que sa lourde chaise en bois fut projetée en arrière. Le pied en bois racla contre le parquet, produisant un grincement violent et aigu qui déchira la salle à manger silencieuse. Il n'était plus le cadre poli jouant au golf en polo Ralph Lauren impeccable. L'homme disparut simplement. En une fraction de seconde, toute sa posture physique changea. Ses larges épaules se carrèrent. Son centre de gravité descendit bas et en avant. Ses yeux sombres se verrouillèrent sur Diana avec une concentration absolue et morte. C'était la posture d'un opérateur Delta se préparant à neutraliser une cible de haute valeur. Il aspira tout l'oxygène de la pièce. Il abattit ses deux mains cicatrisées et massives à plat sur la table. La force fit trembler le chêne massif. Le cabernet rouge foncé et le verre à vin en cristal de Diana débordèrent violemment, tachant la nappe blanche immaculée comme du sang frais. Excusez-vous auprès d'elle. Tout de suite. Sa voix était un grondement bas et graveleux. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas une conversation polie de dîner. C'était un ordre de champ de bataille dégoulinant de menaces pures. Diana se figea. Le sang quitta son visage si vite qu'elle ressemblait à un cadavre avec trop de rouge à lèvres. Quoi, Brox? Je plaisantais juste. Elle bégaya. Sa voix se brisa, petite et pathétique. Brox se pencha plus près. Son visage était à quelques centimètres du sien. Les veines de son cou épais saillirent. Avez-vous la moindre idée de ce que signifie Reaper 2, grogna-t-il, en crachant les mots droits dans son visage pâle. Quand des gars comme moi étaient cloués au sol dans la boue de la vallée de Korangal, subissant des tirs de mitrailleuses lourdes et crêtes, enseignant dans la poussière. Elle était celle qui était dans la salle d'information. Elle était celle qui gérait la grille. Elle appelait le soutien-feu qui nous gardait en vie. Diana se recroquevilla, se pressant à plat contre sa chaise. Son armure de patronne féministe d'entreprise factice fut complètement arrachée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une civile arrogante et ignorante jouant à se déguiser dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Un éclat de salive vola de la bouche de Brox tandis qu'il pointait un doigt épais et calleux directement sur son nez. Il ne lui laissa pas un seul brin de dignité. Elle tenait les vies de dizaines de tireurs dans ses mains nues. L'intelligence tactique dans sa tête écrase tout votre conseil d'administration d'entreprise pourrie. Elle nous a ramenés vivants à la maison, et vous osez l'appeler une gratte-papier. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le seul son était la respiration rauque et saccadée venant de la poitrine de Brox. Je restai parfaitement immobile. Mes mains restèrent à plat sur mes cuisses. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je n'avais pas besoin de défendre mon honneur. La fraternité profonde et tacite de l'armée américaine le faisait pour moi. Un homme qui avait enfoncé des portes à Fallujah et saigné dans la poussière afghane reconnaissait exactement ce que j'étais. Il voyait ma valeur même si mon propre sang me traitait comme de la saleté sous leurs chaussures. Je tournai lentement la tête. Je regardai Marc. Mon frère aîné avait laissé tomber sa serviette en lin. Ses deux mains agrippaient le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Il était terrifié. Il fixait Brox avec des yeux écarquillés et paniqués. Mais il ne dit pas un seul mot. Il ne défendit pas sa femme. Il ne dit pas à Brox de reculer. Et il ne me regarda certainement pas. La lâcheté était cuite dans sa moelle. Il était paralysé, un homme creux regardant son royaume brûler autour de lui. Brox maintint sa posture agressive pendant 3 secondes agonisantes de plus, laissant le poids pur de son dégoût écraser Diana dans le silence. Puis il se redressa lentement. Il roula ses larges épaules en arrière, en expirant un long souffle aigu par le nez. Il venait de pulvériser l'ego gonflé de Diana. Il l'avait humiliée dans sa propre salle à manger. Mais un opérateur comme Brox ne blesse pas une cible et s'en va. Il termine le travail. Il tendit la main et ramassa nonchalamment la serviette en tissu coûteuse qu'il utilisait. Il s'essuya les mains avec, son visage devenant complètement vide. Froid et corporatif. Il avait fini de crier. Maintenant il allait la frapper là où ça faisait vraiment mal. Il allait viser une balle creuse droit sur son compte bancaire. Brox tint la serviette en lin froissée dans sa main droite massive. Il ne la plia pas.
Il ne la plaça pas soigneusement à côté de son assiette comme un invité civilisé. Il la jeta directement au centre de son ribeye vieilli à sec à moitié mangé. Une épaisse traînée graisseuse de sauce brune tacha le tissu blanc coûteux. Le manque de respect physique désinvolte du geste frappa plus fort qu'un poing fermé giflant un visage. « Je ne signe pas de contrat avec des gens qui s'essuient les pieds sur l'uniforme », déclara Brox. Sa voix était sèche comme un os, creuse. Zéro place pour la négociation ou le double langage corporatif. Cet accord est mort. Des millions d'euros en sous-traitance de défense gouvernementale venaient de s'évaporer dans l'air. Un flux de revenus pluriannuel disparut. Tout parce que Diana ne pouvait pas résister à l'envie de faire une blague bon marché et arrogante à mes dépens. Elle se jeta en avant. Son genou heurta la base lourde de la table de salle à manger, faisant trembler les verres à vin en cristal. « Attends, Brox, tu ne peux pas faire ça comme ça. Le cadre est déjà rédigé. Nous avons des avocats qui examinent l'accord de confidentialité. » Elle tendit les deux mains, ses longs ongles manucurés s'accrochant désespérément à la manche de son polo sur mesure. C'était un acte de pur et pathétique désespoir. Elle ressemblait à un rat en train de se noyer s'accrochant à un morceau de bois flotté. Brox ne la regarda même pas. Il fléchit simplement son biceps lourd et ramena son bras en arrière d'un coup sec, la secouant avec le même dégoût physique que l'on utilise pour brosser un scorpion venimeux de sa botte de combat. Diana trébucha en arrière, ses talons raclant maladroitement contre le parquet. Brox lui tourna entièrement le dos. Il contourna le bord de la longue table, ses lourdes bottes en cuir martelant rythmiquement les planches, et s'arrêta exactement à 3 pas de l'endroit où j'étais assise. Il ne tendit pas la main pour une poignée. Il n'offrit aucun platitude civile vide ou sourire compatissant. Il carra simplement ses larges épaules, verrouilla ses genoux et releva le menton d'un coup sec. Il me donna un hochement de tête net et rigide, exactement le genre de respect silencieux et absolu échangé entre opérateurs sur un tarmac chaud au milieu d'une zone de guerre. « Un honneur de vous rencontrer, Major », dit-il, sa voix descendant dans un timbre bas et profondément respectueux. Je soutins son regard. Je gardai mon visage entièrement vide, masquant la vague de validation qui traversait ma poitrine. Je lui rendis un seul hochement de tête mesuré. Reconnu. Brox pivota vivement sur son talon. Il ne jeta pas un regard en arrière à Diana. Il ne regarda pas Marc. Il marcha droit dans le couloir. La poignée de porte en laiton tourna avec un clic métallique lourd. Clac. La lourde porte d'entrée se ferma. Le son résonna dans les hauts plafonds et fit trembler le plâtre. L'air froid de la nuit venant de la rue fut instantanément coupé. Le silence qui se précipita pour remplir le vide dans la salle à manger était lourd et étouffant. La soirée dîner haut de gamme soigneusement orchestrée était maintenant une zone sinistrée complète. Diana était debout au centre de la pièce, figée raide. Sa poitrine se soulevait violemment sous son chemisier en soie. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le couloir vide. Le scénario parfait et lucratif qu'elle avait écrit pour sa vie venait d'être passé dans une déchiqueteuse industrielle. Je me rassis dans ma chaise et la regardai assimiler la réalité de la situation. Un narcissique acculé dans un coin ne regardera jamais en lui-même. Ils en sont incapables. Ils n'accepteront jamais la faute pour avoir trop parlé. Ils chercheront immédiatement une cible molle pour absorber leur rage. Elle ne me regarda pas. Elle savait exactement ce que j'étais. J'étais un mur de briques et elle venait de voir Brox rebondir sur moi avec rien d'autre que du respect. Alors elle pivota, son visage se tordant en quelque chose de laid et de sauvage, et se verrouilla sur l'animal le plus faible de la pièce. Elle se jeta sur Marc. Elle l'attrapa par le col de sa chemise habillée bleu clair, ses jointures s'enfonçant droit dans sa gorge. Marc laissa échapper un halètement pathétique et surpris, en levant les deux mains défensivement devant sa poitrine comme un enfant effrayé. « C'est entièrement à cause de ta putain de sœur », hurla Diana. Le son était insupportable, aigu, cru et complètement déchaîné. Il griffait mes tympans. C'était le son d'une enfant gâtée à qui on venait de dire non pour la première fois de sa vie adulte. Elle vient de nuquer toute ma carrière. Mon plus gros contrat de l'année est parti. Diana le secouait violemment, son visage tordu en un masque de rage pure et laide. De la salive volait de ses lèvres. « Qu'est-ce que tu fais là à rester planté ? Jette-la dehors. Emballe ces sacs poubelles et jette-la dans la rue tout de suite. » Marc trébucha en arrière, ses talons glissant sur le bois poli. Il ne la repoussa pas. Il ne lui dit pas de baisser la voix ou de respecter la maison. Il resta simplement là,
un homme de 42 ans, se recroquevillant dans sa propre salle à manger pendant que sa femme le traitait comme un chien errant. Diana, s'il te plaît, chérie, calme-toi. Parlons-en simplement. On peut l'appeler demain. Marc bégaya, sa voix tremblante. Il suppliait pratiquement. Il s'excusait pour mon existence, s'excusait du fait qu'un invité m'avait défendu, s'excusait de respirer son air. C'était écœurant. C'était un effondrement structurel complet de la colonne vertébrale qui lui restait de ses jours ouvriers. Je regardais un homme qui avait autrefois cassé son dos en faisant des quarts de nuit maintenant complètement castré par une femme qui valorisait un contrat d'entreprise plus que sa propre chair et sang. Je ne pouvais plus rester assise à regarder ça. Je pris une lente inspiration profonde par le nez. Je posai mes deux paumes à plat contre le bord lisse de la table en chêne à 6 000 €. Je repoussai ma chaise, les pieds en bois glissant silencieusement sur le sol, et je me levai. Il était temps d'établir la loi martiale. Diana hurla quelques malédictions inintelligibles de plus au plafond, tapa ses talons coûteux sur le parquet et monta bruyamment le lourd escalier en bois. Une seconde plus tard, la porte de la chambre principale claqua si fort qu'elle fit trembler les cadres accrochés au plâtre du couloir. Je ne la suivis pas. Je m'en fichais. Je marchai lentement vers l'arrière de la maison. La cuisine était à moitié éclairée, sentant fortement la graisse de bœuf en train de figer et l'ail brûlé du dîner. Marc était debout devant l'évier en acier inoxydable surdimensionné. Il me tournait le dos. Ses deux mains étaient appuyées contre le bord métallique. Le robinet coulait à plein régime. De l'eau glacée frappait une pile d'assiettes en porcelaine à moitié raclée et grasse, éclaboussant par-dessus le bord et trempant le devant de sa chemise habillée bleu clair. Il ne les lavait pas. Il fixait simplement l'évacuation. Ses larges épaules tremblaient. Des secousses courtes et saccadées. Il pleurait. Pas les larmes bruyantes et en colère d'un homme qui venait de perdre un combat. C'étaient les sanglots étouffés et suffocants d'un homme complètement dépouillé de sa dignité. Un ancien ouvrier de 42 ans qui venait d'être castré verbalement dans sa propre maison devant la petite sœur qu'il protégeait autrefois. Je m'arrêtai à quelques pas derrière lui. Les semelles en caoutchouc de mes bottes tactiques ne faisaient aucun bruit sur le carrelage. Je ne tendis pas la main. Je ne posai pas une main réconfortante sur son épaule. Je ne lui dis pas que tout irait bien. C'est ce que font les civils quand ils veulent éviter les vérités laides. Lave-toi, Marc, dis-je. Ma voix était plate, basse, impitoyable. Marc sursauta comme si je l'avais touché avec un fil électrique sous tension. Il se retourna en panique, essuyant agressivement le dos de sa main mouillée sur ses yeux. Son visage était tacheté. Ses yeux étaient injectés de sang et nageaient de larmes humiliées. Alicia, mon Dieu, Al, je suis tellement désolé. Il s'étouffa, sa voix se brisant violemment. Il agrippa le bord du comptoir en granit derrière lui. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû te défendre là-bas. Je fis un pas en avant. Je tendis la main devant lui, saisis la poignée chromée lourde du robinet et l'abaissai d'un coup sec. L'eau s'arrêta instantanément. Le silence soudain dans la cuisine était plus lourd que le bruit. Tu n'as pas simplement échoué à me protéger, dis-je, en le regardant droit dans ses yeux rouges et humides. Tu échoues à te protéger toi-même. Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Dans mon unité, continuai-je en gardant un ton mesuré comme si je faisais un débriefing froid post-action. Si un fantassin laisse tomber son fusil dans un échange de tirs et refuse de défendre sa propre vie, le chef d'escouade doit prendre une décision. On le laisse derrière. On ne traîne pas du poids mort à travers une zone de mort et on ne fait pas massacrer le reste du peloton. Marc se recroquevilla contre le comptoir. La lumière fluorescente de la cuisine projetait des ombres creuses profondes sous ses pommettes. Je ne peux pas sauver un homme qui refuse de se sauver lui-même, Marc, dis-je. Il laissa échapper un souffle saccadé et pathétique. Ses deux mains trempées agrippaient le tissu de sa chemise. Tu ne comprends pas, Al. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Il supplia, sa voix descendant en un murmure désespéré. Elle m'a dit. Si je n'apporte pas ton argent, si je ne peux pas fournir ce style de vie, je ne suis qu'un morceau de merde inutile. Juste un plombier usé. Je fis un demi-pas de plus près. Je visai directement la plaie infectée dans sa tête et enfonçai le couteau. Tu lui as tendu le couteau, Marc. Tu lui as donné ce pouvoir sur toi. Je tendis la main dans la poche de mon pantalon cargo tactique.
Je sortis mon téléphone. L'écran était sombre, mais le poids dans ma main était absolu. Je le tins juste devant son visage. Il y a 15 minutes, je me suis connecté au compte joint. J'ai annulé chaque virement récurrent, la prime de risque, l'allocation logement, tout. Marc arrêta de respirer, ses yeux verrouillés sur le rectangle noir de mon téléphone. Ma ligne d'approvisionnement vers cette maison est coupée définitivement. Le sauvetage financier se termine ce soir. La panique, brute et non filtrée, explosa sur son visage. Alicia, attends. Tu ne peux pas faire ça. Il bégaya, ses mains quittant le comptoir, tendues vers moi comme un mendiant. L'hypothèque, la banque va saisir. Diana va me détruire complètement. Je le coupai. Pas comme sa petite sœur, comme une officier de grade supérieur. Assume un peu la responsabilité, Marc. Ma voix claqua comme un coup de fusil dans la cuisine étroite. Il recula physiquement. C'est ta vie. Tu as le droit d'en être propriétaire. Tu peux soit te lever sur tes deux pieds, riposter et reprendre ta dignité d'homme. Je pointai un doigt rigide droit sur le sol de la cuisine, soit tu peux rester à genoux là et te noyer dans ce marais toxique avec elle. Je n'attendis pas sa réponse. Un commandant ne supplie pas un subordonné de suivre les ordres. On donne la directive et on s'en va. Je pivotai sur mon talon. Je marchai droit hors de la cuisine, en direction de l'escalier du couloir. Je quitte cette maison exactement à 6 heures demain matin, lancai-je par-dessus mon épaule, froid et final. Fais ton choix. Si vous avez déjà dû pratiquer l'amour dur et couper un membre de la famille pour le forcer à se réveiller, vous savez exactement à quel point cela pèse lourd. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et déposez « Amour dur » dans les commentaires tout de suite pour montrer que vous êtes avec moi. Je le laissai là dans le noir, sentant la vieille graisse et les regrets, fixant l'évier en acier inoxydable sec. Le compte à rebours avait officiellement commencé. 5h45. La lourde fermeture éclair en laiton de mon sac à dos tactique déchira l'air calme du matin avec un grincement métallique dur. Je ne possédais pas grand-chose. Quelques uniformes de camouflage délavés, des bottes de combat lourdes et des bases civiles. Chaque article était roulé serré et enfoncé dans les compartiments en nylon avec une efficacité brutale, suivant les protocoles d'inspection militaire standard. Je hissai le sac de 40 livres sur mon épaule droite. Il semblait léger. Je jetai un dernier regard autour de la chambre d'amis que Marc et Diana me laissaient utiliser. C'était une boîte froide et vide. Il n'y avait pas de photos encadrées de mon enfance sur les murs. Pas de bibelot personnel sur la commode en acajou coûteuse. Juste un matelas de chambre d'amis stérile avec des draps à au fil. Ça ne ressemblait pas à une maison. Ça ressemblait à une cellule de détention temporaire. Je saisis la sangle épaisse en toile du sac à dos, tournai le dos à la pièce et sortis dans le couloir. La lumière grise ardoise de l'aube virginienne commençait juste à saigner à travers les fenêtres surdimensionnées de la banlieue. La maison était morte de silence. Mes semelles épaisses en caoutchouc ne faisaient absolument aucun son contre la moquette tandis que je descendais l'escalier. Elle m'attendait en bas. Diana n'avait pas dormi un seul instant. Son mascara coûteux était étalé en traînées sombres et laide sous ses yeux gonflés, la faisant ressembler à un raton laveur acculé. Mais elle avait encore les bras croisés serrés sur sa poitrine. Son menton était relevé. Même après avoir vu tout son empire factice brûler au sol la nuit précédente, elle pensait encore pouvoir projeter de la supériorité. Elle pensait encore que j'étais la vache à lait obéissante qui se réveillerait, s'excuserait et ouvrirait son portefeuille. Nous devons parler, exigea-t-elle, sa voix enrouée d'avoir crié, mais dégoulinante de cet entitlement familière. Je m'arrêtai sur la 3e marche à partir du bas. Je ne lâchai pas mon sac. Je la fixai simplement du regard. Tu m'as complètement humilié hier soir, siffla-t-elle, en décroisant les bras et en s'approchant, en pointant son doigt manucuré vers ma poitrine. Tu as ruiné ma réputation avec Brox. Tu as coulé le plus gros contrat de sécurité de mon année fiscale. Alors dis-moi, Alicia, comment exactement comptes-tu me compenser pour ça? Elle était complètement délirante. Son cerveau ne pouvait pas physiquement traiter le concept de prendre la responsabilité. Chaque échec était ma faute, et je devais payer en espèces pour le réparer. Je descendis les 3 dernières marches. Je ne m'arrêtai pas en atteignant le parquet. Je continuai d'avancer. Je pénétrai directement dans son espace personnel.
La pression physique écrasante d'une officier militaire entraîné pesant sur elle força Diana à reculer instinctivement d'un pas saccadé. Son talon accrocha le bord d'un tapis décoratif. La famille ne se saigne pas à blanc puis ne maudit pas le puits, dis-je. Ma voix était à peine au-dessus d'un murmure. Elle ne résonna pas, mais elle coupa l'air froid du matin comme un rasoir droit. Cette ligne financière dont tu te goinfrais, elle a été coupée hier soir. Les comptes joints sont verrouillés. Mes dépôts directs sont redirigés. La bouche de Diana s'ouvrit. Le rictus arrogant fondit de son visage, remplacé par une soudaine et écœurante prise de conscience. Et ta petite comédie corporative est terminée, continuai-je, mes yeux verrouillés morts sur les siens. Tu as fini d'utiliser mon grade militaire pour gonfler le CV de ton entreprise de sécurité pourrie. Tu as fini de lâcher mon indicatif dans des dîners chics pour impressionner des hommes qui ont vraiment servi. À partir de cette seconde, tu finances ta propre vie. Les muscles de sa mâchoire tressaillirent violemment. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Tu me menaces dans ma propre putain de maison, hurla-t-elle, sa voix montant en un ton défensif paniqué. Je me penchai. Mon visage était à quelques centimètres du sien. Je pouvais sentir le vin éventé et le pur désespoir émanant de sa peau. Si tu prononces jamais mon nom en public à nouveau, murmurai-je, chaque mot une balle creuse. Si j'entends que tu as posé un seul doigt sur Marc ou si tu essaies encore de le gaslighter sur sa valeur, je jure devant Dieu sur le grade épinglé à mon col que je te traînerai dans la boue. Elle arrêta de respirer. Je vais assigner en justice chaque relevé bancaire, lui promis-je. Je vais étaler une décennie d'audits médico-légaux dans une salle d'audience civile. Je vais montrer au monde entier exactement comment tu as financé cette petite fantaisie de MC Mention avec la prime de risque d'un soldat déployé. Je te dépouillerai jusqu'à rien. Elle trébucha en arrière. Son dos heurta la lourde rampe en bois. Elle haletait, sa poitrine se soulevant comme une victime en train de se noyer. Je venais de donner un coup de masse à la fondation même de sa réalité narcissique. L'argent était parti. La réputation était partie. Le contrôle était parti. Elle regarda autour d'elle sauvagement, les yeux grands ouverts, avec une terreur pure et non filtrée. Elle tendit la main vers la seule arme qui lui restait. Marc, hurla-t-elle, en tordant la tête vers le couloir sombre de la cuisine. Sa voix était stridente, complètement hystérique. Marc, sors d'ici. Tu vas juste rester là et laisser ta sœur menacer ta femme dans ta propre maison. Marc. Son hurlement résonna dans les hauts plafonds, s'estompant dans un silence mort et lourd. Je ne bougeais pas. Diana agrippa la rampe, ses jointures blanches, haletant lourdement. Nous fixâmes toutes deux le couloir sombre menant à la cuisine. Rien. Le silence s'étira pendant 3 secondes agonisantes, puis 4. Puis les planches craquèrent. Quelqu'un sortait de l'obscurité. Diana sourit en fait. Elle se tenait là près de la rampe, haletante, mais un petit sourire suffisant et les tordait le coin de sa bouche. Elle attendait. Elle avait hurlé pour son mari, et elle s'attendait pleinement à ce que le chien battu sorte en courant de la cuisine sombre, la queue entre les jambes, prêt à apaiser son ego et à jeter sa sœur au loup. Mais le silence s'étira. Puis les planches craquèrent. C'était un pas, mais ça ne sonnait pas juste. Ce n'était pas la course précipitée, traînante et apologétique que Marc avait adoptée ces 10 dernières années. Ce son était différent. Lent, lourd, délibéré. Marc sortit de l'ombre du couloir de la cuisine et entra dans la lumière pâle du matin du vestibule. Il ne portait plus le tablier taché de graisse. Il portait une vieille chemise en flanelle délavée sur un simple maillot de corps blanc. Ses larges épaules, celles qu'il avait ruinées en rampant sous des éviers rouillés à Chicago, n'étaient plus voûtées en avant. Sa colonne était verrouillée droite, mais le plus grand changement était dans ses yeux. Pour la première fois en une décennie, Marc ne regardait pas Diana avec un besoin désespéré et pathétique de son approbation. Il ne tressaillit pas. Il ne regarda pas le sol. Il fixa droit au centre de son visage, et ses yeux étaient complètement vides. C'était le regard froid et calculateur d'un homme se réveillant d'un coma de 10 ans. Alicia a raison, dit Marc. Sa voix n'était pas forte. Elle ne résonna pas sur le plâtre comme le rugissement de Brox la nuit précédente. C'était juste un grondement incroyablement stable et ancré. Le son d'un ouvrier qui en avait enfin assez. La bouche de Diana s'ouvrit. Le sourire suffisant disparut instantanément, remplacé par un choc pur. « Qu'est-ce que tu viens de dire » hurla-t-elle, sa voix se brisant.
Marc tendit la main dans la poche de poitrine de sa chemise en flanelle. Il sortit sa main droite, celle qui manquait de la jointure supérieure de l'index. Entre son pouce et son majeur, il leva un petit disque dur noir en plastique. « Je n'ai pas dormi la nuit dernière, » dit Marc d'une voix plate. « Je suis resté assis dans le noir et j'ai sauvegardé le disque dur du système de sécurité domestique. J'ai extrait toutes les images des caméras intérieures des 6 derniers mois. J'ai exporté chaque message texte abusif, chaque menace. Chaque fois que tu m'as hurlé dessus comme à un chien errant. » Diana se figea. Le sang quitta complètement son visage. « J'ai appelé un avocat à 5 heures du matin, » continua Marc, son ton méthodique, en exécutant un coup fatal. « Les papiers de divorce seront sur ton bureau lundi matin à la 1er heure, et ils incluront une demande d'audit médico-légal complet par tiers de chaque compte bancaire lié à cette maison. » Les genoux de Diana fléchirent vraiment. Elle laissa échapper un halètement pathétique et suffoqué et agrippa la lourde rampe en bois juste pour s'empêcher de s'effondrer sur le sol. Tout l'empire qu'elle avait construit, financé par mes déploiements au combat et maintenu par la terreur absolue de Marc, s'écrasait sur sa tête en temps réel. Elle n'avait plus d'argent. J'avais coupé la ligne d'approvisionnement. Elle n'avait plus de victimes. Marc tenait bon. Elle était soudain réduite à un zéro complet, dépouillée de toute son armure corporative, debout dans un couloir avec du maquillage étalé, réalisant qu'elle allait devoir expliquer sa fraude dans une salle d'audience civile. « Tu n'oserais pas » gémit Diana. Ce n'était plus une menace. C'était une supplique. « Tu ne peux pas te permettre un avocat, Marc. Tu n'as rien. » Marc la fixa, son visage se transformant en pierre. « Je préférerais retourner à casser mes jointures sur des tuyaux rouillés pour un salaire minimum, » dit Marc, sa voix descendant en un grognement mortel, que de passer un jour de plus comme un chien en laisse. Il baissa la main, remit le disque dur dans sa poche. Il lui tourna entièrement le dos. Je regardais mon frère. Je ne dis pas un mot. Je n'en avais pas besoin. Un commandant militaire n'a pas besoin de dorloter un soldat qui se porte volontaire pour retourner sur la ligne de tir. Je lui donnai juste un hochement de tête dur. Reconnu. Il me rendit un hochement de tête rigide. La mission était accomplie. Je saisis la sangle lourde en toile de mon sac à dos de 40 livres, le hissai plus haut sur mon épaule et me tournai vers la porte d'entrée. Je saisis la poignée de laiton froide et poussai la lourde porte en chaîne. L'air glacial et mordant d'un matin d'hiver en Virginie me frappa droit dans la poitrine. Pour la première fois en des années, il ne ressemblait pas à une menace. Il semblait propre. Il semblait de l'oxygène. Je sortis sur le porche en béton. Je ne regardais pas en arrière la MC mention surdimensionnée. Je ne regardais pas en arrière Diana gémissant près des escaliers. Je tirai la lourde porte derrière moi. Clic, la serrure s'engagea. L'action d'arrière-garde était terminée. La toxicité civile était scellée à l'intérieur de cette boîte de plâtre pour toujours. Je descendis l'allée, les semelles épaisses en caoutchouc de mes bottes crissant rythmiquement contre la fine couche de gelée matinale. Mon Ford F-150 noir était garé au bord du trottoir, son bloc moteur V8 lourd froid. Je jetai mon sac à dos dans le plateau avec un clang métallique bruyant et grimpai sur le siège conducteur. Je enfonçai la clé dans le contact. Le moteur rugit, un grognement profond et agressif qui secoua la colonne de direction. Avant même que je puisse passer la vitesse, la console du tableau de bord s'alluma. L'indicateur bleu clignota rapidement. Appel entrant. Broxaille. Je posai ma main sur le levier de vitesse et fixai l'écran lumineux. Ma main reposait sur le cuir épais et glacial du volant. Je fixai le texte bleu lumineux sur la console du tableau de bord. Appel entrant Broxaille. J'appuyai sur le bouton en caoutchouc lourd du volant avec mon pouce pour accepter l'appel. Puis je passai en drive et enfonçai ma lourde botte de combat sur la pédale d'accélérateur. Le moteur V8 5.0 litres de mon Ford F-150 noir rugit. C'était un grognement mécanique guttural profond qui vibrait directement à travers le plancher et dans la base de ma colonne. Je tournai le volant fort à gauche, en m'éloignant du trottoir gelé. Les pneus tout-terrain lourds crissèrent agressivement sur la fine couche de gelée couvrant l'asphalte. Je tendis la main et mis le chauffage de l'habitacle au maximum. Je gardai les yeux fixés droit devant. Je ne jetai pas un regard dans le rétroviseur. Je ne me souciais pas de voir cette MC mention surdimensionnée et surévaluée de Fairfax rapetisser au loin. Je laissai l'épais mur de brouillard gris matinal l'engloutir tout entier.
Bon débarras. L'air toxique et étouffant de cette maison était définitivement derrière moi. L'habitacle de mon camion était glacial, mais il sentait le café noir, le vieux cuir et l'huile d'arme. Il sentait la liberté absolue. Major. Une voix gronda à travers les haut-parleurs surround du camion. Brock sonnait exactement comme la nuit précédente. Graveleux, strictement professionnel, mais il y avait un bordure et incontestable de satisfaction froide cachée juste sous la surface de son ton. Appelez-moi simplement Alicia, répondis-je, en gardant les yeux verrouillés sur la route suburbaine vide devant, en naviguant les virages serrés du quartier riche. Négatif, madame. Vous avez mérité le grade. Brox riposta sans manquer un seul battement. Il s'éclaircit la gorge. Je passe cet appel par courtoisie professionnelle. Je voulais que vous l'entendiez directement de moi avant que les avocats d'entreprise commencent à envoyer les emails officiels. Je viens d'envoyer mon rapport d'évaluation des risques final au conseil d'administration concernant l'entreprise de sécurité de votre belle-sœur. Il ne tourna pas autour du pot. Les opérateurs spéciaux ne le font jamais. Ils enlèvent le gras et donnent le fond directement. J'ai officiellement tué le partenariat, déclara Brox, sa voix résonnant avec une finalité absolue par-dessus les parasites de la connexion Bluetooth. J'ai tiré la prise. Raison du rejet, leadership corporatif hostile, une mentalité organisationnelle profondément toxique et un manque fondamental sévère de compréhension des protocoles de sécurité nationale. C'était un coup fatal droit à la jugulaire. Dans le monde impitoyable des contrats de défense gouvernementaux, votre réputation est la seule monnaie qui compte vraiment. Vous pouvez avoir toutes les présentations PowerPoint lisses et les costumes de créateurs importés du monde, mais si les opérateurs ne vous font pas confiance, vous êtes mort. Brox n'était pas juste un costume corporatif poussant des papiers sur un bureau en acajou. C'était un ancien opérateur tier 1. C'était un consultant en renseignement de haut niveau. Sa parole avait le poids d'une masse dans ces salles de conseil en hauteur à Washington DC. En mettant ces mots exacts hostiles, toxiques, incompétents dans une évaluation des risques corporatifs officiels, il ne coûta pas juste à Diana un seul accord de plusieurs millions. Il blacklistait effectivement toute son entreprise. Son nom serait signalé dans les bases de données des fournisseurs. Le rapport circulerait dans le réseau serré des vétérans qui gèrent la sécurité privée dans ce pays. Les gars parlent, les mots voyagent vite dans cette industrie. Elle ne sécuriserait plus jamais un contrat fédéral gouvernemental. Pas d'argent du Pentagone, pas d'offre du département de la sécurité intérieure, rien. Son petit empire corporatif factice était mort dans l'eau, saignant d'une blessure par balle auto-infligée à la bouche. Elle avait essayé de marcher sur un soldat pour paraître plus grande, et ça avait fini par lui briser le cou elle-même. Un lent sourire dur tira le coin de ma bouche. C'était la première fois que je souriais vraiment depuis des jours. L'efficacité impitoyable pure de tout ça était belle. Merci, sergent, dis-je. 2 mots. Je n'avais pas besoin de déverser mon cœur. Je n'avais pas besoin de donner un discours émotionnel larmoyant sur ce que ça signifiait pour moi. Nous étions 2 soldats. Nous parlions en action, pas en gratitude civile vide. Il avait vu une menace pour un camarade de service et l'avait neutralisé. Personne n'est laissé derrière, répondit Brox. Le vieux mantra militaire. Pour les civils, ça sonne comme une ligne ringarde d'un film de guerre hollywoodien, mais pour nous, c'était un serment de sang. Il prouva là qu'une fraternité de l'uniforme ne disparaît pas magiquement juste parce qu'on enlève les bottes de combat et qu'on met un costume civil. On protège les siens. On couvre les arrières de son escouade toujours. Conduisez prudemment, Major, dit-il. Bien reçu. Terminé, répondis-je. La ligne cliqua morte. Le Bluetooth se déconnecta, plongeant l'habitacle dans le bourdonnement rythmique régulier du moteur V8 et le souffle d'air chaud des ventilateurs. Je serrai plus fort le volant en cuir épais. J'enfonçai la pédale d'accélérateur, sentant le camion lourd bondir en avant tandis que j'atteignais la rampe d'entrée de l'autoroute I-95. Les pneus touchèrent le pavé de l'autoroute en prenant de la vitesse, laissant les décombres toxiques de Fairfax des miles derrière. Le ciel à l'est commençait juste à s'ouvrir, saignant un bleu pâle glacial sur la ligne d'arbres de Virginie. Puis la console du tableau de bord s'alluma à nouveau. Un autre appel entrant. Je jetai un coup d'œil à l'écran lumineux, ma prise sur le volant en cuir se resserra instantanément. Ma colonne se verrouilla parfaitement droite contre le siège conducteur. Ma posture militaire se déclenchant purement par instinct.
Idée de l'appelant, colonel Sterling. Commandant de la base. Je pris une inspiration vive. Ce n'était pas un appel de courtoisie. Les commandants de base n'appellent pas des officiers de grade supérieur à 6 heures du matin juste pour discuter du temps. C'était une affaire officielle. C'était le verdict final sur ma carrière. J'étendis mon pouce et appuyai sur le bouton de réponse. Hudson. La voix du colonel Sterling aboya à travers les haut-parleurs surround de l'habitacle du camion. Elle était forte, autoritaire, exactement le genre de voix qui coupait régulièrement à travers les parasites radio lourds dans une zone de combat et exigeait une obéissance absolue et sans question. Ça manquera instantanément. Je gardai les yeux fixés sur la longue étendue d'asphalte gris se déroulant devant le capot. Je repoussai activement le souvenir étouffant de cette MC mention de Fairfax hors de mon crâne. Je repoussai le son strident et pathétique des hurlements de Diana hors de mes tympans. Je revenais au monde réel. Prêt pour le service, monsieur, répondis-je. Ma voix était verrouillée. Solide comme un roc, sans hésitation. Bien, répondit Sterling. Le clip net et rigide de ces mots s'adoucit d'une fraction de pouce. Parce que le Pentagone a officiellement tamponné les papiers ce matin. Félicitations, Hudson. Votre promotion au grade O5 a été approuvée. Je serrai plus fort le volant en cuir. Le cuir froid craqua sous la pression de mes doigts nus. Mettez vos affaires en ordre, lieutenant-colonel Hudson, continua-t-il, sans laisser une seule seconde d'air mort pour une célébration civile vide. Je vous confie le commandement opérationnel du nouveau détachement de renseignement tactique. Nous nous mettons en route dans 48 heures. Je vous veux affûté. Bien reçu, monsieur. Je serai à la base à 9 heures. J'appuyai sur le bouton. La ligne devint morte. Les haut-parleurs revinrent au bourdonnement bas et régulier de l'autoroute. Lieutenant-colonel Alicia Hudson. Je laissai le titre reposer là dans l'habitacle glacial du camion. Il semblait incroyablement lourd, mais il semblait mérité. La validation ne venait pas d'être assise à une table de salle à manger surévaluée en chaîne. Elle ne venait pas de vider un compte bancaire pour acheter du respect factice d'une belle-sœur narcissique et toxique. Elle venait de la poussière, de la boue, du sang que j'avais versé en gardant mes gens en vie dans les pires coins du globe. Je n'étais pas une gratte-papier. Je n'étais pas un distributeur automatique humain enveloppé dans un uniforme de camouflage. J'étais une commandante testée au combat. Le mur d'acier que j'avais construit à l'intérieur de ma poitrine au fil des ans était enfin complètement fortifié. Un nœud serré et dur d'émotion monta au fond de ma gorge, épais et lourd, mais je l'avalai durement. Mon visage resta un masque de concentration tactique froide dans le rétroviseur. J'avais survécu au tir de mortier entrant à Kandahar, et j'avais survécu à mon propre sang. Le registre était clair. La dette de sang était officiellement à 0. Une douce sonnerie rapide brisa le profond grondement du moteur V8. L'écran de mon téléphone s'alluma sur la console centrale, illuminant les porte-gobelets en plastique. Un seul message texte. Expéditeur, Marc. Je ne pris pas le téléphone. Je ne quittais pas les mains du volant. Je jetai juste un coup d'œil aux lettres blanches lumineuses tout en gardant le camion lourd parfaitement centré dans la voie rapide. J'emballe mes sacs. Je sors mon camion de l'allée en ce moment. Je reprends ma vie. Merci, mon commandant. Je fixai ces mots longtemps. Le verrou défensif serré sur ma mâchoire se brisa enfin. Le coin de ma bouche se releva. C'était un vrai sourire, pas le plastique forcé que les gens utilisent au dîner suburbain pour cacher leur misère. Un sourire dur et authentique. Mon frère aîné était enfin sorti du marais. Il l'avait vraiment fait. Il avait arrêté de jouer l'otage. Il avait emballé son propre équipement et était sorti de la cellule de prison. Le fait qu'il m'ait appelé son commandant me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il respectait la limite. Il respectait le grade. Il me voyait enfin comme l'adulte. Je n'étais pas la gamine impuissante de 12 ans qu'il avait dû protéger du verre brisé. La dernière ligne de défense était rétablie. Diana se tenait actuellement toute seule dans une maison massive et coûteuse qu'elle ne pouvait pas se permettre, armée d'une image corporative factice qui saignait actuellement à mort sur le sol. La narcissique était complètement désarmée. Elle était enfermée dans une cage construite entièrement de son propre ego massif et fragile. La banque viendrait pour la maison. Les avocats viendraient pour les comptes. Elle devrait affronter la musique avec absolument zéro couverture de tir.
J'enfonçais plus fort ma lourde botte de combat sur la pédale d'accélérateur. Le F-150 bondit en avant, l'aiguille des tours montant tandis que j'atteignais la longue étendue ouverte de l'autoroute I-95. Le ciel au-dessus de la ligne d'arbres de Virginie s'ouvrit grand. Le brouillard gris ardoise matinal brûla enfin. Le soleil franchit l'horizon, un or aveuglant et brillant qui inonda directement à travers le pare-brise. Il balaya les barrières en béton et illumina le tableau de bord. Le chauffage souffla de l'air chaud contre mes jointures engourdies, dégelant le dernier du froid hivernal. Tout dans mon rétroviseur était mort et enterré. J'avais utilisé une discipline militaire stricte pour tailler la pourriture hors de ma vie civile. J'avais riposté avec un silence impitoyable et absolu, et j'avais repris mon honneur par la force. La route devant était grande ouverte. Les pneus lourds agrippaient l'asphalte, avalant les miles à 80 miles à l'heure. De nouvelles coordonnées m'attendaient. La lieutenant-colonel Alicia Hudson retournait sur la ligne de tir. Indomptée, intouchable, invincible. Merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. Appuyez sur ce bouton j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Restez fort là-bas et je vous verrai la prochaine fois.